Bonjour et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse, c'est à votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée au 31e sommet de l'Union africaine, ou mieux aux frasques de Roger Nkoudoudan qui déshonore le Cameroun. C'était à la une du journal L'Anecdote lundi dernier. Mais comment ? Eh bien, la nouvelle expression explique que le Camerounais Roger Nkoudoudan, président du Parlement panafricain, est éclaboussé par des soupçons de corruption et de favoritisme depuis plusieurs années. Ce qui a amené le Conseil exécutif, ajoute mutation, à suspendre le budget du Parlement africain. Le député RDPC d'Union et Foumou dément son implication dans les accusations qui sont portées contre lui dans le Messager. Le journal de la rue des écoles à Douala a repris une interview de l'infortuné à la radio d'État, interview dans laquelle il semble rejeter les dites accusations sur le secrétariat général. Est-ce que ce droit de réponse peut être reçu ou est-il convaincant? Eh bien, dans tous les cas, il y a un audit qui a été prescrit par la conférence des chefs d'État et qui permettra certainement de faire la lumière sur cette présumée gouvernance à la camerounaise. Est-ce qu'il faut y comprendre que l'honorable Roger Nkoudoudan a donc exporté à l'Union africaine ses méthodes de gouvernance à la camerounaise? L'Union africaine qui a donc tenu son 31e sommet à Nouakchott avec comme hôte de marque Emmanuel Macron. Le président de la République française a eu l'occasion d'échanger avec des chefs d'État du G5 Sahel sur la question de la sécurité, notamment, selon Jeune Afrique et Radio France Internationale, sur la nécessité d'accélérer la montée en puissance de ce dispositif multinational. Peut-on espérer une opérationnalité totale de cette force africaine d'ici la fin du mandat du président français? Les experts sur le plateau nous le diront. Le président français Emmanuel Macron, il faut le dire, avant de se rendre dans la capitale mauritanienne, a appelé au téléphone le président Paul Biya. Et l'anecdote de conclure que Paris soutient Yaoundé, alors que le journal Issingan voit dans ce rapprochement entre Yaoundé et Paris, pour ce qui est de la manière de percevoir les solutions à la crise anglophone, un duel à distance entre Macron et Trump. Les positions françaises et américaines sont-elles opposées au sujet de la résolution de la crise anglophone ou de la gouvernance au Cameroun de façon globale? De quel poids pèse chacune de ces puissances dans l'avenir sociopolitique du Cameroun? Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse qui reçoit sur ce plateau ce dimanche Maître Charles Tungan. Bonjour. Bonjour Duval et merci de m'avoir invité une fois de plus à cette belle émission. Vous êtes donc avocat au barreau du Cameroun et j'aime bien préciser que vous êtes ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Merci. Et j'ajoute également que vous êtes très attentif en ce qui concerne les questions des relations internationales. Absolument. Raoul Soumo, bonjour. Bonjour Duval, bonjour à vos très nombreux téléspectateurs. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de retrouver Droit de réponse, surtout de partager ce panel avec deux dinosaures de la scène politique camerounaise, au sens propre comme au sens figuré. Le professeur Jean-Michel Tekam, il a été à l'avant-garde avec les maîtres Tchunga, plus jeunes, disons-le comme ça, de l'ancienne technologie. Ils ont été à l'avant-garde du combat pour le retour au multipartisme. Et vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un honneur pour moi que de partager ce plateau avec eux, quoi. Merci donc d'être venu sur ce plateau. J'introduis Edmond Kangia. Edmond, bonjour. Bonjour, monsieur Fangwa. Et merci d'être venu. C'est un plaisir. Je dois rappeler que vous êtes journaliste à La Nouvelle Expression et on ne le dit pas très souvent, vous êtes un produit de lyrique et donc de ce point de vue, quand vous parlez des relations internationales, c'est d'autorité. Tout à fait, tout à fait. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Bonsoir Jean-Michel Tekam, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Alors, vous êtes militant politique, UPCiste, et j'aime bien ajouter que vous êtes un panafricaniste pur et dur. Et la dernière actualité, c'est que vous venez d'être promu au poste de vice-recteur de l'Université des Montagnes à Banganté. Tout à fait. Merci donc d'être venu sur ce plateau pour ça. C'est moi qui vous remercie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons recevoir Maître John Frousso pour la deuxième partie de cette émission qui portera essentiellement sur les questions en rapport avec la crise qui secoue les gens du nord-ouest et du sud-ouest, avec comme prétexte ce coup de fil que le président français a passé au président de la République du Cameroun, Paul Biya. Alors, je commence avec vous, Edmond Kangia. On a parlé tout à l'heure dans le sommaire de ce 31e sommet de l'Union africaine
Et on a remarqué que de façon globale, dans l'approche de la presse camerounaise, il y a eu surtout cette affaire en rapport avec ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Nkododan. Lorsqu'on parcourt les journaux, on a vu que le Messager, par exemple, a indiqué que le Conseil exécutif a suspendu le Parlement panafricain. Il y a Mutation qui est revenu sur le sujet en indiquant que c'est le budget du Parlement panafricain qui a été suspendu, avant de revenir plus tard pour indiquer qu'en fait ce budget n'a pas été suspendu, mais que la conférence des chefs d'État... Alors qu'est-ce qui, premièrement, peut justifier cet intérêt ou cet angle choisi par la presse pour traiter de la question de l'Union africaine? La première raison qui peut amener les confrères de la presse écrite, de la radio, de la télévision à s'intéresser au sommet de l'Union africaine, c'est que le thème concerne la lutte contre la corruption, mais davantage il y a l'homme, le président du Parlement panafricain qui est camerounais. Qu'au-dedans, il est camerounais. Donc la presse focalise davantage sur l'homme. Et je dirais entre guillemets c'est frasque, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, certains journaux ont annoncé la proposition, je dis bien la proposition du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ce n'était pas une décision, parce que le Conseil exécutif fait des propositions aux chefs d'État qui, à leur tour, ont le soin de décider en dernier ressort. Donc, tout à l'heure... Est-ce que vous êtes en train d'expliquer que cette presse-là n'a pas rendu fidèlement compte de ce qui s'est déroulé à ce sommet de l'Union africaine? C'est le cas. Certains journaux n'ont pas fidèlement rendu compte. Je mets ça sous le coup d'abord d'une mauvaise information, mais également d'un problème de culture. Mais aussi davantage d'un problème de spécialisation, parce que tous les journalistes ne sont pas spécialisés, tous les médias ne sont pas spécialisés. Les médias qui sont spécialisés donnent de la bonne information et ne peuvent pas se tromper sur ce type de questions. Parce qu'en réalité, on n'aurait jamais dû lire dans un média, dans un journal camerounais, qu'il a été décidé que le Parlement panafricain a été suspendu, ou alors que le budget a été suspendu, parce que la décision n'avait pas encore été prise. C'est au sommet. C'est les chefs d'État qui décident. Et on le sait, ils ont pris une autre décision. Alors, Raoul Soumon, cela veut dire qu'il y a au moins deux fautes commises par la presse de façon globale. La première sur la manière de comprendre le fonctionnement des institutions, parce que, comme d'ailleurs Roger Kododan lui-même l'a indiqué dans une sortie récente, un organe ou une institution de l'Union africaine ne peut pas suspendre une autre institution. Or, on a bien lu à la une de Le Messager, par exemple, que le Conseil exécutif, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Affaires étrangères, a suspendu le Parlement panafricain. Et il semble que la deuxième information, pas tout à fait juste, c'est que ce budget, en réalité, n'a pas été suspendu et que c'est peut-être une proposition qui a été faite et qui a été battue en brèche par la conférence des chefs d'État. Non, je vais ajouter une troisième faute. La troisième faute, c'est le prisme camerounais qui a sous-tendu le traitement de cette information. Vous n'avez qu'à googler Kododan sur Internet. Vous allez vous rendre compte que les médias sud-africains en ligne ont totalement documenté les frasques de notre compatriote depuis son arrivée à la tête du Parlement panafricain. Conformément aux habitudes camerounaises, il a passé 2 ans à l'hôtel. C'est-à-dire, on sait que chez nous, quand on nomme un ministre, très souvent, il passe 2 ans à l'hôtel avant d'intégrer le logement de fonction. Il a fait pareil, alors que le gouvernement sud-africain lui proposait un domicile. Il a prétendu que ça ne correspondait pas à son standing. Oui, il faut préciser que le Parlement panafricain siège à Miran, en Afrique du Sud. Je veux dire, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée suivant laquelle nous avons transporté en Afrique du Sud nos mauvaises habitudes camerounaises. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui-ci. On lui a donné une Mercedes classe E. Il a refusé. Il a demandé une ML Sport. Il est accusé par les médias sud-africains. Parce que, vous savez, je suis contre la logique victimaire de notre compatriote. Je crois que ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, dans les médias en ligne sud-africains, est extrêmement grave. J'ai essayé de recouper moi-même les informations. Tenez, par exemple, on vous dit qu'il a visité en 3 mois 31 pays d'Afrique sous le prétexte de mener des activités de l'Union du Parlement alors qu'il menait campagne. Mais tout le monde pouvait vérifier. Il a effectivement effectué ses voyages et la période pendant laquelle ces voyages, il les effectue, c'est la période de campagne électorale. C'est quelque chose d'extrêmement grave que d'avoir utilisé les moyens du Parlement panafricain aux fins de campagne électorale. Vous pouvez multiplier des exemples par 1000.
Je crois que vos confrères se l'air. Mais sauf que l'élément qui a le plus été mis en exergue, c'est, je veux dire quoi, les actes de favoritisme et de corruption, notamment dans le processus de recrutement au Parlement. Là également, j'ai essayé de voir quels sont ses proches collaborateurs au Parlement. C'est vrai, il vous dit, voilà, il y a un cabinet de consultants qui est chargé de recueillir les candidatures. C'est vrai, j'ai pu vérifier. Sauf que dans les trois noms, il a l'indécence politique de ne choisir que ses camarades, ses compatriotes, ou alors des personnes appartenant à la même zone, parce qu'il se considère comme le président de la zone Afrique centrale, il gère les choses comme telles. Il a transposé à ce niveau des habitudes camerounaises qui ne font pas que je sois fier dans ces conditions-là. Et déjà, avant que je n'oublie, vous partagez donc là une de l'anecdote qui dit que Kododan a déshonoré le Cameroun. Absolument, absolument. Je peux être d'accord sur la méconnaissance des procédures et autres. Je peux trouver des circonstances atténuantes à vos confrères, mais les faits sont extrêmement graves pour qu'on s'attarde sur des épiphénomènes. J'ai détesté sa dernière sortie, je ne sais pas qui est son conseiller encore. Il s'en prend, c'est RFI qui balance l'affaire en premier. Il s'en prend pas RFI, il s'en prend à deux médias. L'anecdote et le messager. Au niveau de l'anecdote, il dit des médias affamés au prétexte que voilà, il ne leur a pas rendu de service et on règle les comptes. Mais ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'il a traité le second média de tribaliste. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas moi, la tribu devient, le tribalisme devient une modalité de défense dans notre pays. On crie au tribalisme alors que soi-même on est le tribaliste en chef. Je crois que il y a un audit qui est en cours. Sur la base de ce que j'ai lu, si la moitié seulement est avérée, je pense que il serait décent que le président Kododan démissionne. Moi je pense, c'est mon point de vue. Alors, Maître Charles Tchungan, il y a, lorsqu'on parcourt par exemple le journal Mutation de lundi dernier, qui fait écho de cette situation-là en rappelant par exemple la sortie de Julius Malema, le truculent député sud-africain qui a porté cette affaire sur la sellette. On a quand même le sentiment qu'il y aurait un lien, je ne sais pas si vous voyez ce lien, entre cette cabale entre griffes contre Kododan et les dernières élections, parce qu'on a semblé indiquer qu'il y aurait au sein du Parlement panafricain des gens qui n'étaient pas d'accord ou bien qui ne voulaient pas de ce Kododan, et donc ils multiplient un certain nombre de coups bas pour déshonorer le compatriote. Écoutez, moi je ne pense pas. Je crois qu'il faut regarder les choses froidement. Cet incident, appelons-le ainsi pour l'instant, me renvoie quand même à un autre scandale concernant toujours un compatriote, cette fois toujours à l'OUA, Zoé Kangaki, qui fut secrétaire général, n'est-ce pas, de l'OUA, et qui, en violant une résolution très forte des pays africains contre l'apartheid, est entré en connivence avec l'entreprise Lonro, que tout le monde connaît, et qui aboutit effectivement là-bas, le gouvernement camerounais avait réagi très vite, parce qu'en fin de compte, on a choisi de garder le poste au lieu de garder le compatriote. On avait donc rappelé Zoé Kanga pour proposer le ministre William Etekin-Boumoua. Donc je pense que nous sommes dans une hypothèse encore plus grave, parce qu'ici ça touche à des questions de vertu et de morale publique. Et quand vous êtes à l'étranger, le minimum c'est de respecter les règles du pays hôte. Moi, je suis le premier à évoquer le nationalisme et le patriotisme camerounais pour défendre le Cameroun chaque fois qu'un étranger nous critique. Mais lorsque nous sommes nous-mêmes à l'étranger, nous devons respecter les règles de conduite dans le pays de résidence. En fait, ce qui s'est passé à Nairobi, ce qui s'est passé en Mauritanie, pardon, ce n'est que le côté visible de l'iceberg. Le vrai problème est en Afrique du Sud. C'est le comportement au quotidien de notre compatriote qui est la cause du scandale qui finalement a éclaté, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Et Julius Malema a promis d'autres révélations plus croustillantes sur cette affaire. Ça ne m'étonne pas, Duval. Moi, ça ne m'étonne pas. Voyez-vous, moi, j'ai fait partie des avocats qui ont été membres d'un pool d'avocats qui sont intervenus dans le contentieux électoral au cours duquel notre compatriote fut réélu. Si vous voyez des conditions dans lesquelles il a été élu au Cameroun, voilà, c'est dramatique. Je veux dire qu'il s'agit pour nous aussi, lorsque nous voulons envoyer des compatriotes étrangers, de vérifier quand même leur vécu au quotidien.
Moi, je ne veux pas citer des cas précis, mais c'était un scandale, n'est-ce pas, à l'époque. Vous en appelez donc à la pertinence du caractère discrétionnaire des décisions du chef de l'État, c'est cela? Oui, moi je pense qu'il est important. Chaque fois que nous proposons un compatriote à une fonction internationale, que nous nous bordions, que nous rassurions de ce que ce compatriote va se comporter pour l'honneur du pays. Et moi je suis scandalisé quand dans son interview, ce compatriote indique, n'est-ce pas, dans son bel hôtel en Mauritanie, que les journalistes camerounais ne sont pas des professionnels, que la presse camerounaise est une presse tribale. Et moi, je lui ai répondu en disant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre RFI, l'anecdote et le messager? Si ces trois médias, un média de dimension mondiale, un média dont on connaît, n'est-ce pas, les positions politiques, je parle de l'anecdote, et un média dont on connaît les positions politiques, je parle du messager par rapport à la gauche politique au Cameroun, s'ils sont d'accord sur un fait, c'est que ce fait est avéré. Et je voulais dire, moi je le dis parce que je suis choqué à un triple titre, parce que moi je suis l'avocat de ces trois médias-là. Hein? Je suis l'avocat des RFI, je suis l'avocat de l'anecdote, et je suis l'avocat du messager. Je trouve inacceptable que l'on puisse laisser un individu salir l'honneur de la République en se positionnant comme une victime des actes inacceptables qu'il a posés contre la République. Et j'en appelle ici, calmement, mais fermement, à ce que le Cameroun prenne des mesures conservatoires. Parce que l'audit va être terrible. Moi, je vous le dis, l'audit va être terrible. On va découvrir des choses graves. L'honorable Kododan a indiqué que cet audit, en réalité, ne vise pas que le Parlement panafricain, que cela vise tous les autres organes de l'Union africaine. La question est, et je suis heureux que Raoul Soumo, M. Soumo ait visité les mêmes sites que moi, en Afrique du Sud. Les critiques qui viennent d'Afrique du Sud, ce sont les plus graves. Vous comprenez? Ce n'est pas la question de... Bon, c'est vrai que les journaux sont trompés sur l'information, mais c'est lié à quoi? C'est lié à l'inexpérience, c'est lié au fait qu'on n'envoie pas des correspondants sur site et on peut faire, n'est-ce pas, commenter la rumeur. Si ces journaux avaient envoyé des correspondants sur site, ils auraient su qu'effectivement, un organe ne peut pas suspendre un autre organe, et que l'organe qui prend les décisions, c'est la conférence, n'est-ce pas, des chefs d'État et de gouvernement. Alors, vous avez trois organes. Vous avez ce qu'on appelle les techniciens, les experts qui travaillent sur les dossiers. Oui. Ensuite, vous avez les ministres des Affaires étrangères qui peaufinent, n'est-ce pas, le côté politique. Et qui font des propositions. Vous avez la conférence des chefs d'État qui décide. Mais ça, c'est le côté... C'est epsilon par rapport aux problématiques qui sont posées ici. Oui, mais je voudrais juste te dire, c'est déjà extrêmement grave que des ministres des Finances aient proposé le blocage de ce truc. Moi, je pense que c'est à ce niveau... L'honorable Kodo a indiqué qu'ils ont une mauvaise information. Et c'est que cela justifie effectivement. C'est faire insulte à ces hautes personnalités que de dire qu'ils ont fondé leur réaction uniquement sur des articles de presse. La situation est extrêmement grave. Ce que j'ai essayé de voir, c'est que justement, contrairement à la logique victimaire du président Kodo, j'ai constaté qu'il y a de cela 2 ans, le secrétaire général qui l'a viré récemment a lui-même fait l'objet d'une campagne de presse. Parce que, voyez-vous, en Afrique du Sud, ils sont un peu plus libres que chez nous. Je veux dire, les médias ont questionné déjà l'opportunité de ces multiples voyages, a fait une série de papiers où il justifiait son voyage à tel ou tel endroit. Bon, comme c'est moi qui avais la parole, je voulais terminer. Oui, avant que je donne la parole, vous sortez quand même. Je voulais terminer pour dire que il faut que nous tirions les leçons des précédents. Moi, j'ai cité Longro avec le secrétaire général Ouya. Ça a été réglé rapidement et politiquement. Et je crois que l'Afrique s'en est réjouie que le président Edjo ait pris rapidement des décisions pour régler cette question. Il faut espérer donc que le président Ouya tire les leçons. Nous avons eu la CEMAC. Oui. Nous avons perdu le secrétariat de la CIMAC parce que de notre compatriote s'est accroché au titre. Et finalement, on a dû introduire un système de rotation alors que c'est un titre qui nous était dévolu par statut initial. Donc on a perdu. Nous risquons, si nous nous entêtons à défendre quelque chose d'indéfendable, de perdre un poste qui est un poste prestigieux, important et influent sur la scène politique continentale, si le Cameroun ne le désavoue pas, parce qu'en fin de compte, il est en train de jouer sur la corde patriotique pour dire, voyez, on veut ma tête parce que je suis Camerounais. Non, que non. Les actes sont là et ce sont les actes qui font que, même si nous devons attendre l'audit pour passer à ce que moi j'appelle à des condamnations, nous devons attirer l'attention du fait que les faits qui ont été relatés sur
son comportement dans son pays de résidence ne permette pas que le Cameroun lui apporte sa caution diplomatique. Alors, professeur Tekan, quelle est votre analyse de la question? Parce que au-delà justement de ce que les gens considèrent comme la cabale, il y a quand même que Roger Kododan lui-même a essayé d'expliquer les mécanismes qui fondent la gestion, par exemple, des fonds au niveau de l'Union africaine, expliquant que c'est le secrétariat général, enfin, il a dit dans une interview, ça a été repris par Cameroun Tribune, ça a été repris par Le Messager, qu'en fait, le patron financier, entre griffes, de cette organisation, c'est le secrétaire général, qui est d'ailleurs celui qui rend compte à la plénière. Mais ce qui me choque, c'est le silence du gouvernement camerounais. Maître Tchoudjaï, le bâtonnier, a eu tout à l'heure raison de citer 2 précédents qui ont amené le Cameroun à réagir promptement, efficacement. Pourquoi, dans ce cas, le gouvernement camerounais ne prend pas position? C'est quand même la dignité nationale qui est traînée dans la boue. On ne peut pas avoir un ambassadeur qui est l'objet, sujet de scandale, et le gouvernement se tait comme si c'était quelque tout à fait normal. Ah, moi, personnellement, je suis scandalisé que le gouvernement camerounais n'ait pas pris... Oui, mais sauf que ceux qui le défendent expliquent qu'en réalité, pour l'instant, il ne s'agit que de soupçons et qu'il va falloir attendre des audits. Je crois que dans le cas de Kangaki, Aridjo n'avait pas attendu qu'on fasse une enquête. Dans le cas de secrétaire Jean Lassemarck, on n'a pas... Antoine Timi. Timi. Mais non, ça veut tout simplement dire que notre dignité nationale traîne dans la rue. Et la presse a raison de dire qu'on exporte donc sur le plan international notre turpitude nationale. Oui, mais sur la presse, certains se seraient attendus à ce que la presse camerounaise, peut-être, fasse une omerta totale, par patriotisme ou bien c'est pas par quoi. C'est ce que certains expliqué. C'est un chauvinisme mal placé. Il faut vraiment que les gens chez nous sachent que la chose publique est sacrée. Et quand un président du Parlement du Parlement africain est un Camerounais, je crois qu'il est quelque part un super ambassadeur du Cameroun. S'il a un comportement de délinquant, il faut bien le virer. Le gouvernement devrait sévir sans état d'âme. Est-ce que l'honorable Nkorodan n'est pas quelque peu victime de l'environnement aussi dans lequel se développe, je veux dire, il faut quand même rappeler que depuis que le président Kagame a pris le pouvoir pour les 12 prochains mois en tant que patron de l'Union africaine, il a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption en vue d'une transformation plus positive de l'Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas situer ces mouvements dans le sillage de cette politique qui est impulsée par le président Kagame? Mais je crois que ce n'est pas faux de dire qu'on a exporté sur le plan international nos turpitudes sur la corruption et j'en passe. Donc non, ça n'excuse pas ce silence-là. Je crois que pour se blanchir, le gouvernement camerounais aurait eu intérêt à proposer que l'on remplace M. Lapin et l'autre. On va sortir de ce sujet, Edmond Kamgia, en notant que, au-delà de cette question en rapport avec les frasques entre griffes de Roger Kododan, en attendant bien évidemment le résultat de l'audit qui a été prescrit par la conférence des chefs d'État, l'autre sujet, quand même, qu'on aurait attendu pour cela, face à la une des journaux au Cameroun ou ailleurs, c'est le contenu même des échanges, ou bien les grands sujets qui auraient été abordés au cours de ce 31e sommet de l'Union africaine, notamment la question de la sécurité. Est-ce que vous avez le sentiment, en parcourant la presse camerounaise, que ce sujet a vraiment retenu l'attention des confrères? Je pense que la presse a davantage focalisé sur le cas Kododan, pour les raisons qui ont été si bien évoquées par tous les copanélistes tout à l'heure. La presse a aussi évoqué, mais pas en profondeur, la question des migrants. Des migrants qui a préoccupé et qui préoccupe encore les chefs d'État. On sait tout ce qui se passe au niveau de la mer Méditerranée, ces Camerounais, tous ces Africains de diverses nationalités qui passent par le Sahara, atterrissent en Libye, essaient d'aller en Europe, meurent dans les conditions effroyables. Certes, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises par l'Union européenne de concert avec certains pays africains, notamment les pays du Maghreb, mais ça pose problème, parce que même les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, est contre les mesures qui sont prises par l'Union européenne sur la question des migrants. Donc, outre la question des migrants, il y a les questions sécuritaires. La presse en a parlé aussi, la lutte contre le terrorisme, à la faveur des attentats, l'attentat contre le quartier général de la force G5 Sahel. Ouais. La presse en a parlé, plusieurs journaux en ont parlé. En rapport à cela, il y a l'entretien entre le chef de l'État et Emmanuel Macron, son homologue français, qui ont condamné cet attentat-là.
Donc la presse a évoqué tous ces problèmes, mais a davantage focalisé sur le cas Kodoudan, sur lequel j'aimerais dire un mot, en m'inspirant un peu de la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance. Vous savez, parmi les principes de la charte, il y a la lutte contre la corruption, la condamnation et la répression de la corruption. Cela fait partie, n'est-ce pas, des principes et objectifs de la charte africaine. Il faut dire également... Et au-delà, le thème du 31e sommet, c'était remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Tout à fait. C'est pour vous dire qu'en réalité, cette question est au cœur même de l'Union africaine, au cœur même de la création de l'Union africaine, parce que la charte a été adoptée au sommet d'Addis Abeba en 2007. C'était le 8e sommet seulement. Et de la création de l'Union de Durban, puis Maputo. Durban, c'était 2002, Maputo, 2003. Et entre 2003 et 2007, on a vu comment les chefs d'État, notamment le président de la commission de l'époque, a beaucoup œuvré pour qu'il y ait un travail en profondeur concernant la démocratie et la gouvernance en Afrique. Je pense de Alpha Oumar Konaré, l'ancien chef d'État malien, qui avait, il faut le dire, refusé de renouveler son mandat, malgré la demande, malgré la pression de ses amis chefs d'État de l'époque. Je pense à feu Kadhafi, Mouammar Kadhafi, qui estimait que, monsieur Konaré, vous devrez rester en fonction parce que vous faites du bon travail. Mais on s'en souvient qu'il avait dit non pour des raisons que tout le monde connaît, notamment les blocages de certains chefs d'État sur des dossiers importants concernant des problèmes de démocratie en Afrique. Professeur Jean-Michel Decam, donc au-delà de la question de la corruption, de la question de la gouvernance, il y a cette question de sécurité qui préoccupe les Africains. On parle par exemple de cette insécurité dans la zone sahélienne, maintenant jusqu'au niveau de la Tchad avec Boko Haram, sans oublier d'autres secteurs ou bien d'autres zones en Afrique qui sont infestées par ces bandes terroristes-là. Et on voit très bien qu'en marge de ce sommet, il y a une rencontre entre le président Macron et les présidents du G5 Sahel. Pour vous, quelle est la signification, comment faut-il comprendre cela? Que la France est préoccupée par la question de sécurité en Afrique? Mais je pense que la France a tellement d'intérêt en Afrique qu'elle ne peut être que préoccupée par la sécurité africaine. Mais le drame dans tout cela, c'est que les Africains eux-mêmes ne comprennent pas que cette instabilité, ces insurrections, cette insécurité a des causes internes. On a parlé tout à l'heure du souci de démocratie et de bonne gouvernance. La plupart de ces pays ne sont pas bien gouvernants, n'ont pas une bonne gouvernance. La plupart de ces pays ne sont pas des pays démocratiques. Et dans le cas précis du Cameroun, parce que j'ai suivi les déclarations d'Emmanuel Macron, et il y a deux idées qui m'ont quand même frappé. Il a parlé pour le Cameroun de la possibilité de créer un État régional. On revient sur cet aspect-là. D'accord, ok. Il a ensuite invité le Cameroun à s'inspirer de l'exemple du Nigeria et la CEDEAO. Oui, donc s'il n'y avait pas un certain immobilisme chez nous, on n'aurait pas de front. En fait, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que le mouvement, je veux dire la politique de sécurité de façon globale sur le continent doit être impulsé de l'intérieur. De l'intérieur, d'abord. L'extérieur ne pourra jamais amener la sécurité tant que nos gouvernements ne sont pas légitimes, tant que nos gouvernements ne sont pas le produit de l'émanation de la volonté populaire. Mais il y a un problème qui se pose, Maître Gérald Tchoungan, c'est sur la question de l'autonomisation des forces de sécurité sur le continent africain. On a indiqué qu'à la veille de ce sommet, il y a eu des attentats, notamment cet attentat qui a visé le QG, la force G5 Sahel. Et RFI, par exemple, en faisant le compte rendu de cette actualité, a souligné le fait que cela paraît quand même difficile à comprendre qu'une force de sécurité comme celle-là, qui donc est chargée d'assurer la sécurité, ait du mal à assurer la sécurité dans son propre périmètre. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un problème. Dès le départ, on a bien vu que les forces en présence n'étaient pas égales, étaient disproportionnées. Vous savez que l'armée la plus aguerrie, si vous excluez la France, c'est l'armée tchadienne. Les autres, ce sont des forces qui n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, du combat et du front. Donc, par conséquent, comme le siège de ce QG ne se trouve pas au Tchad, évidemment, il est plus facile de frapper ce QG là-bas où il est que dans un pays aussi formé à la guerre que le Tchad. Donc, ça n'a étonné que ceux qui n'ont pas l'habitude n'est-ce pas, d'analyser ces phénomènes de défense et de sécurité. Donc, en réalité,
vous savez, le Mali, c'est un vaste pays. C'est un vaste pays et malheureusement, c'est un pays qui, si des réformes fortes ne sont pas implémentées avec l'appui de la communauté internationale, c'est un pays qui va exploser dans les années qui viennent parce qu'en fait, le Mali n'a pas les moyens de sa propre sécurité. Donc la seule façon pour le Mali jusqu'à aujourd'hui de tenir le coup, ce sont, n'est-ce pas, les matières premières qui ont fait que les multinationales ont pu venir s'y installer et amener une sécurité privée qui, en fin de compte, assure en même temps la sécurité, les espaces de sécurité publique. Et donc le soutien, pour ne pas dire la tutelle de la France par rapport à l'organisation de la sécurité dans cette zone-là se comprend. Tout à fait, parce qu'en fait, qu'est-ce que la France peut Mais faire? pourtant, à un moment donné, il faudrait bien penser à une autonomisation, je veux dire, une africanisation totale de ces forces de sécurité. Mais il est important que chaque État organise ses propres forces de sécurité et de défense. Voyez-vous, le président Oufo-Boigny a pensé à un moment donné qu'il pouvait se défaire de la question de la problématique d'une armée nationale. Parce que la relation à la France était tellement bonne qu'il ne sentait pas la nécessité de mettre en place une armée nationale. Mais les crises qu'on a connues dans les années 90 en Côte d'Ivoire a permis de démontrer qu'il était indispensable que la Côte d'Ivoire ait une armée, n'est-ce pas, digne de ce nom. C'est ce processus qui est en place depuis 10 ans et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'infiltrer la Côte d'Ivoire comme ce fut le cas il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a une armée qui est en train de se mettre en place et l'effort fait par le gouvernement ivoirien pour équiper cette armée est visible, tant en moyen aérien, n'est-ce pas, en moyen maritime qu'en moyen terrestre. Donc, chaque pays doit pouvoir s'organiser pour pouvoir se défendre. Maintenant, lorsque la crise s'internationalise, on fait appel à ce moment-là aux alliés. Mais vous ne pouvez pas compter sur un allié pour assurer votre première défense. La première frontière, c'est l'armée nationale d'abord. Donc moi, je pense que tous ces programmes qui consistent à organiser des forces par l'extérieur pour venir sécuriser un pays ne peuvent pas survivre, n'est-ce pas, autant. Alors cela veut dire, Raoul Sumo, qu'aujourd'hui, peut-être l'occasion est donnée de faire un bilan de l'efficience de ces forces de sécurité nationales, mais parrainées par la France. Est-ce que, en observant aujourd'hui le déploiement de ces forces sur le terrain, on peut être optimiste pour la suite? Parce qu'on a expliqué qu'en principe, à court terme, peut-être d'ici à la fin du mandat du président Macron, on devrait quand même voir une force africaine remplacer les forces françaises qui assurent l'opération Barkhane dans la zone sahélienne. Bon, c'est vrai que mon travail consiste au quotidien à évaluer les variables les plus pessimistes de l'évolution de l'environnement sécuritaire. Mon job consiste à dire aux décideurs, sortez avec un parapluie, de manière à ce que s'il ne pleut pas, je me suis trompé seul. Et s'il pleut, bon voilà, j'aurais fait mon job. Mais c'est donc pas par déformation professionnelle que je le dis. L'environnement, l'avenir est sombre. J'ai écouté ceux qui ont pris la parole sur la question avant moi. Nous continuons à penser les guerres actuelles comme les guerres de Westphalie à l'époque. Donc les guerres inter-États. Les guerres, pas seulement inter-États, les guerres anciennes. Le paradigme a totalement changé. On est clairement dans ce que Badi appelle l'impuissance de la puissance. Face aux nouveaux conflits internationaux, les déclinaisons classiques de la puissance deviennent inopérantes. Placer 10 divisions au Sahel, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, mais, non, mais hein? Ça c'est vrai que dans certains secteurs. Oui. Je cite deux exemples. Deux exemples récents. La RDC et la Gambie. Oui. On a bien vu que dans la crise de la RDC, depuis 20 ans, vous avez les forces des Nations Unies de paix les plus puissantes au monde. Il y a près de 23 000 casques bleus au Zaïre. Ça ne marche pas. Vous avez vu en Gambie, la CEDEAO s'est mobilisée, le Sénégal est entré en tête de pont et la crise a été réglée en un mois. Alors ça veut dire que dans un cas ça marche, ça marche dans un cas et dans l'autre ça ne marche pas. C'est possible. Non, je reviens là-dessus. Au-delà des cas, j'ai envie de prendre des exemples simples. Nous avons, le Premier ministre a inauguré bientôt, ça fait 2 ans, le centre logistique de la force africaine en attente à Douala. Après une quinzaine d'années, depuis qu'il a inauguré, rien ne s'est passé. Même en Europe, on peine à mettre en place des initiatives de sécurité collective. Pour la défense européenne. Voilà, ça ne marche pas, ça c'est clair. Le choc des antagonismes, la persistance des égoïsmes nationaux, bref, un ensemble de facteurs fait qu'aujourd'hui, il est difficile
de mutualiser aussi facilement les forces. Moi, je pense ceci. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Maître Tchungan, et Sun Tzu le dit déjà depuis longtemps. Il est irresponsable pour un dirigeant de confier la sécurité de son État à une puissance étrangère. C'est vrai que dans un contexte de régionalisation de la menace, il s'agit plus il faut donc travailler sur l'interopérabilité des forces. Donc, pour revenir au cas de l'interopérabilité des forces, pour revenir au cas de l'Union africaine, nous échouons à mutualiser nos efforts parce que nous continuons à penser comme des conflits, les stratégies des conflits anciens. Sur les nouveaux conflits, l'Europe, et je ne suis pas là-dessus, je n'accuse personne, l'Afrique a hérité du logiciel occidental de lutte contre le terrorisme défini en 1996 au sommet de Sharm el-Sheikh, qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous criminalisons l'ennemi d'en face, nous favorisons l'option militaire. Je parlais tout à l'heure des nouveaux conflits internationaux. La véritable solution passe par un traitement social. Ça veut dire, pour le cas du Mali, que vous avez évoqué tout à l'heure, disposez au Mali autant de force que vous pouvez. Tant que vous ne vous attaquerez pas aux sources du mal, ça ne marchera pas. Bien au contraire, la lutte contre le terrorisme est non seulement le prétexte de la promulgation des lois liberticides, mais également, elle donne une sorte de caution morale à des tyrans suivant la logique de moi ou pire. Donc je pense que le problème, c'est qu'il faut sortir de ce paradigme. L'Union africaine doit le faire et penser véritablement à la mutualisation des forces. Cette politique-là peut commencer à se construire à partir du noyau des FM, des forces multinationales. Non, du tout. Parce que moi, je pense que la force multinationale mixte, c'est une escroquerie, c'est une forme de bricolage qui ne tient pas la route. Cette force n'est multinationale que de nom. Vous avez chaque pays, chaque force qui combat sur son territoire parce qu'il était dans l'incapacité de s'occuper de la bande frontalière contiguë au Cameroun. Le Nigeria a offert au Cameroun un droit de poursuite. Mais chacun combat sur son... Les forces ne sont pas intégrées. C'est vrai qu'à la faveur de l'accord de Green Tree, on a eu un échange d'étudiants dans les académies militaires, mais il faut pousser plus loin pour travailler à l'interopérabilité des forces. Ce sont des questions de défense, des questions de sécurité, et on a l'impression que les États sont toujours... Mais il faut justement sortir de ce paradigme. J'aime déjà dire, le secret défense est l'arme des armées désarmées, des armées qui se cachent pour cacher leurs faiblesses structurelles. Lorsqu'on a investi autant d'argent, voyez-vous, j'ai envie de revenir à Boko Haram, le sujet que je maîtrise un peu mieux. Ça a marché parce que les services secrets du Nigeria et du Cameroun sont sortis des antagonismes historiques et ont partagé le renseignement. Je crois que dans le sinogramme de la crise, en fait l'écriture chinoise en crise, on utilise deux choses. Il y a la crise elle-même et l'opportunité. La présence des crises multiples sur le continent aurait été une opportunité énorme de coopération. Je crois que l'insécurité devrait être un motif de coopération. Sortir des égoïsmes nationaux, des suspicions. Mais tu sais pourquoi? Tant qu'on ne doit pas régler la question politique qui est la question de la démocratie, la question de la liberté de circulation des personnes, des biens, cette question de totalement d'accord. Réglée parce qu'en fin de compte, chaque régime opprime là où les citoyens. Absolument. Et refuse la transparence avec les pays voisins. Et comme les autres se comportent de la même façon, eh bien, tout le monde est content, tout le monde est bien. Et donc, je suis absolument d'accord. Toutes les crises qui naissent dans nos pays, en fin de compte, se nourrissent, n'est-ce pas, du système. Ça veut dire qu'on rejoint le professeur Tekan qui estimait qu'effectivement, il faut d'abord travailler de l'intérieur des États pour assurer cette sécurité. Dans un deuxième temps, créer une force panafricaine de sécurité. Alors comment on y arrive, professeur? Mais on y arrive, regardez l'Union européenne. Mais l'Union européenne est en train de se construire. Et puis, regardez le cas... Ça ne marche pas. Justement, c'est le contre-exemple. Ça n'a pas marché là-bas. C'est le bon contre-exemple. Peut-être, mais je pense que... Vous parlez de l'Union européenne dans son fonctionnement global, ou bien vous parlez de la force je ne dis pas que ce soit un exemple à suivre, mais je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la nécessité d'avoir une force panafricaine de sécurité. Et pour que cette force existe, et comme Maître Tchungan l'a dit, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance dans la plupart de ces pays. Et le drame de l'Union africaine, justement, consiste à tourner en rond. Parce qu'on maintient au pouvoir des régimes providentiels, qui n'acceptent pas d'alternance et qui donc se maintiennent indéfiniment. Comment voulez-vous que ces régimes... Conséquence, la France, par exemple, continue à garder la main sur la gestion de cette sécurité. Les accords de coopération ont encore... Moi, je ne crois pas du tout
à l'avènement d'une force panafricaine. Moi non Pourquoi? plus. Mais vous croyez donc à l'avènement de l'unité africaine? Non, on peut procéder. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Moi, je crois par contre à des forces régionales. Les 5 régions, parce que l'OUA est divisée en 5 régions. Oui. Moi, je pense que dans ces 5 régions, chaque région, effectivement, l'on peut mutualiser les forces de ces États-là, dès lors que, comme pour la CEDEAO, on admet des principes simples. Oui. Démocratie, élection, libre circulation des personnes et des biens, passeport commun. Dans la CEDEAO, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça veut dire qu'en fait, chaque État a reconnu à tous les autres États membres un droit de regard sur sa gouvernance. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Togo, c'est la CEDEAO qui mène la médiation. Ils ne sont pas allés chercher aux Nations Unies ou en Europe. C'est la CEDEAO. Et vous verrez, lorsque les médiateurs vont conclure, parce qu'ils vont conclure d'ici 3 semaines, puisqu'ils ont des délais. Quand ils vont conclure, vous verrez que derrière la CEDEAO va prendre des mesures fortes. Alors, et je peux déjà vous annoncer que ce sera, il n'y a pas 3 mesures, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on laisse le président actuel se représenter à la prochaine élection sans renouvellement possible. Ou on décide qu'il termine son mandat, et qu'on a à des élections. Vous parlez de quel président, M. Batini? Togo. Ah d'accord, ok. Je suis d'accord avec vous. Pour ça, pour terminer. Il faut mettre l'accent sur les entités régionales. Oui. Mais je suis désolé de constater que la région d'Afrique centrale est le ventre mou du système. Mais on ne peut pas construire. Non, je suis désolé. Parce que la France-Afrique a eu pour laboratoire d'essai le Cameroun. Entre autres. Et donc, cette France-Afrique a pu prospérer avec des régimes autocratiques, monolithiques, qui persévèrent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'ancienne Afrique occidentale est en train de faire une intégration au sein de la CEDEAO, alors que la CEMAC est là en train de tourner en rond? Tout ceci, on est d'accord sur le principe de région, mais constatons que le ventre mou de cette régionalisation, c'est l'Afrique centrale. Alors, s'il vous plaît, je voudrais proposer une petite dérogation. On va permettre au professeur Tekam de dire un mot sur la crise anglophone et puis la sortie du président Macron, puisqu'il va céder son siège à Maître John Fousseau avant de quitter le plateau. Alors, sur cette question, vous avez tenté d'expliquer tout à l'heure à l'entrée de l'émission, professeur Tekam, que la proposition faite par le président Macron vous paraît importante en matière de résolution de cette crise-là. Tout à fait. Parce que le vrai problème chez nous, c'est que le fédéralisme est un sujet tabou. Ahidjo avait mis fin de manière unilatérale au fédéralisme, donc bloquant ainsi les accords de 1961. Mais je pense qu'on devrait avoir le courage d'accepter le principe d'un dialogue national inclusif. Parce qu'en fait, quelque part, les anglophones disent tout haut ce que les Camerounais pensent tout bas. L'État camerounais est un État patrimonial. Et tant que cet État reste patrimonial, il ne peut pas évoluer. Voyez donc pourquoi est-ce que le principe même d'un dialogue national a du plomb dans l'aile? Parce qu'il y a des gens qui ont plus à perdre dans un débat national qu'à gagner, surtout leur pouvoir. Très bien. Merci, professeur Tekam, d'être venu sur le plateau de Droit des Réponses. On aura certainement l'occasion de revenir sur ces questions avec vous. Et bon retour à Banganté dans vos nouvelles missions. Alors, je reviens à vous, Edmond Kamgia. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les difficultés auxquelles fait face cette stratégie de mutualisation des forces, un problème financier? Je pose la question parce que lorsqu'on parcourt par exemple Jeune Afrique ou lorsqu'on écoute RFI, on a indiqué que les quelques 420 millions d'euros qui avaient été promis par exemple par l'Union européenne dans le sens du financement et de l'entretien, de l'encadrement de ces forces-là arrivent à compte-gouttes. Est-ce que ce problème financier n'handicape pas suffisamment le fonctionnement de ces forces-là? Monsieur Fangoua, avant de reprendre votre question, je veux dire un dernier mot sur l'Union africaine et les questions de gouvernance. En rappelant ce que dispose l'article 3, alinéa 9, n'est-ce pas, de cette charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette disposition montre clairement que l'Union africaine promeut et renforce, n'est-ce pas, la bonne gouvernance par l'institutionnalisation de la transparence, de l'obligation de rendre compte de la démocratie participative. Et plus loin, d'autres dispositions vont dans le sens des élections transparentes et démocratiques en Afrique. Le problème, c'est l'application des textes.
les Africains ont eu le courage de signer ce document-là depuis 2007. Ça fait pratiquement 11 ans. Mais le problème, c'est de l'appliquer. Oui, parce que à ce que... on voit des missions de l'Union africaine, des missions d'observation de l'Union africaine dans des élections en Afrique, des élections qui sont contestées, mais avec des rapports très beaux de l'Union africaine, justement. Non, mais Duval, moi je pense qu'il faut... Oui, mais je n'ai pas répondu à la question. Vous mettez une autre question sur laquelle moi je ne suis pas d'accord. Il faut revoir l'histoire de l'OUA, devenue Union africaine, parce que l'Europe est passée, n'est-ce pas, de la CE à l'Union européenne. On a fait du mimétisme, on ne fait que ça depuis 60 ans. Tous les textes de l'OUA qui ont affirmé depuis lors des principes forts n'ont jamais été appliqués. Souvenez-vous, lorsque l'OUA fut créé, on avait posé des principes simples. Intangibilité des frontières issues de la période coloniale. Mais à quel niveau n'êtes-vous pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec M. Batouni. Depuis, plein de frontières ont explosé. Et le conflit du Sahara occidental est là pour nous démontrer que nous n'arriverons pas à résoudre une crise liée, n'est-ce pas, à la colonisation. Okay. Donc, tous ces textes sur la démocratie, sur la gouvernance, qui sont les auteurs de ces textes? Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement. Comment voulez-vous que moi, assis sur un trône, je prenne des comportements dont la conséquence est de me faire quitter mon trône? Donc, il y a quelque chose comme de contradictoire entre la volonté exprimée dans les textes et la réalité au quotidien des pays africains. Il faut noter que le rythme de fonctionnement de l'Union africaine correspond au rythme de fonctionnement de l'Union européenne, au rythme de fonctionnement des résolutions prises aux Nations Unies et dans les grandes organisations internationales. Et donc, par conséquent, lorsque vous voyez par exemple la question des migrants, sur laquelle l'Afrique est muette, globalement l'Afrique est muette sur la question des migrants, et les décisions sont prises où? Les décisions sont prises en Europe. On dit, nous Européens, nous disons que bon, pour vous aider à régler le problème de vos migrants, on va installer des centres, n'est-ce pas, de filtrage dans vos pays. On viendra vous aider à faire cela. Quelle est la position de nos États? La position de nos États est qu'ils n'ont pas de position. Et pourquoi? Parce que comme l'a dit le co-palais tout à l'heure, le professeur Tekam. Non, Raoul Somo. Raoul Somo, la question sociale est au cœur de toutes nos crises. Alors, on va permettre donc... Qu'il s'agit des crises militaires, de sécurité, ou qu'il s'agit des crises sociales, des crises d'immigration, comme celle que l'Afrique vit aujourd'hui. Tant que ces questions ne sont pas réglées, eh bien, les gens vont partir, les gens vont faire des guerres, ils vont faire des revendications, et quand à partir du moment où tu n'as plus d'espoir, comme les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza, et ils sont enfermés dans une prison en plein ciel, qu'est-ce qu'il leur reste? Alors on va permettre à Edmond de fermer rapidement cette parenthèse-là et puis on rentre sur le sujet qui était le nôtre. Edmond, sauf que le sentiment qu'on a finalement, c'est qu'il y a un mimétisme qui marche dans un cas et qui dans l'autre cas ne marche pas. Si on prend le cas de fonctionnement des institutions de l'Union africaine qui sont copiées, dit-on, sur le modèle de l'Union européenne, le Parlement panafricain, par exemple, n'a pas les mêmes pouvoirs que le Parlement européen. La mise en place de ces institutions, je veux dire, le fonctionnement de ces institutions, les attributions qui sont celles du Parlement africain ne sont pas forcément celles du Parlement européen. On a bien remarqué que dans le cas, par exemple, qu'on vient d'évoquer là, c'est la conférence des chefs d'État qui est l'organe souverain. Oui, tout à fait. Et c'est pour la raison pour laquelle... On permet à tout le monde de répondre. 2 secondes. Non, arrêtons de faire des parallèles complètement ridicules. Le Parlement européen est élu par les citoyens européens. Suffrage universel direct. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est pas le cas ici. Mais c'est de ça, c'est ce qu'on dit. On parle de la même chose, M. Batouni. C'est pas la même chose. Nous avons des députés délégués. D'où les scandales. On parle de la même chose. On parle de la même chose. Vous finissez avec mon camion. En réalité, je voudrais prendre un exemple pour dire que ce que M. Le Bâtonnet dit, ça marche dans certains cas, mais pas dans d'autres. Je veux prendre un seul exemple d'application des textes par l'Union africaine au niveau de la force. Rappelez-vous, aux Comores, il y a quelqu'un qui avait pris le pouvoir par la force, mais pour la première fois, l'Union africaine avait décidé de renverser ce putschiste qui avait pris le pouvoir. Rappelez-vous, l'Union africaine l'a fait. Et ça a été un grand exemple. Vous ne pouvez pas ériger l'exception en règle. Non, ça c'est un exemple. Il faut d'abord reconnaître ce qui a été fait par l'Union africaine. Parce que dans la charte, notamment l'article 23, il y a le fait que l'Union africaine est contre les changements anticonstitutionnels. Et dans le cas de Comores, l'Union africaine a fait respecter ces textes. Ça c'est un point. Sur la question de fond que vous aviez posée, M. Bâtonnier, excusez-moi, je vous ai dit, je peux prendre un exemple qui montre que ce n'est pas totalement vrai ce que vous dites, qu'il y a des exemples qui contredisent ce que vous dites. Maintenant, je voudrais répondre à la question sur le financement. Effectivement, en ce moment, nous sommes redevables, principalement des bailleurs de fonds,
qui sont les pays européens, qui sont notamment l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle depuis un an, depuis notamment 6 mois pour être plus précis, le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, qui a fait du Rwanda ce que tout le monde connaît en termes de modèle de gouvernance, et que même les dictateurs africains, dont les dictateurs africains ont approuvé son modèle de gouvernance, l'ont proposé, et on voit le travail qui est fait avec l'équipe qu'il a mis sur pied. Et je pense que les réformes qu'il est en train d'engager sont importantes. Et il y a une réforme qu'il a proposée, par exemple, le prélèvement dans chaque pays d'une taxe de 0,2%. Et vous savez que nous sommes passés de 44 pays à 49 pays. Et il y a 5 autres pays qui sont ajoutés sur les 44. Et cela va permettre de doter l'Afrique d'une autonomie financière et peut-être d'une indépendance qui lui permettra de régler ces questions sans avoir besoin, dans les années qui viennent, de l'Union européenne ou d'autres pays qui ne sont pas africains. Je donne la parole à Harold Soumou sur la question du financement, mais j'introduis d'abord Maître John Fosso. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, peut-être un mot sur ce que nous sommes en train de dire avant de passer la parole à Harold Soumou. Par exemple, sur la question du fonctionnement de l'Union africaine, la question de la mutualisation des forces, de la mise en place d'un système de sécurité collective pour le continent africain. C'est une chimère pour vous? C'est réalisable? Well, I don't know. I don't know. The way the African Union is structured now, if they cannot arrive at managing themselves, if they cannot arrive at applying the text that they have put in place, how do you expect them to suddenly form a security system for Africa? I want to tell you, like the Anglophone crisis that all of us are living through, what has Union African done up to now? They've said nothing. It's not even on the agenda. So what are we talking about? Il y a le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. No. When there is a war in any part of Africa, it concerns all of Africa. You cannot talk of non-ingérence, because if Cameroon falls apart, it is a very important country of the Central Africa that has fallen apart. Okay. And therefore, Union African, if they are not interested in Central Africa, then where are they interested? Alors, sur ces questions de financement-là, est-ce que pour vous c'est un handicap sérieux ou bien vous pensez qu'on peut passer outre? Non, moi je pense que ce n'est pas un handicap. C'est le prétexte idéal d'ailleurs. Prenons le cas de la mise en place des forces. Nous faisons tout sauf ce qu'il y a lieu de faire. Les questions de défense relèvent du domaine régalien des États. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de partager des compétences là au chef d'État. On peut procéder autrement. Je vous prends un exemple simple. Il ne sert à rien que le Cameroun ait 2,630, le Gabon ait 2,630, la Guinée équatoriale, ainsi de suite. La mutualisation, et l'OTAN nous enseigne justement qu'en la matière, il ne s'agit pas nécessairement de mettre toutes ces forces ensemble, mais d'être capable aujourd'hui qu'en cas de besoin, que l'Afrique centrale soit capable de mobiliser des moyens de projection dans l'urgence. Vous n'avez pas besoin, et puis il faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous continuons à faire la guerre comme Napoléon l'a fait. Nous n'avons pas besoin de tant de moyens financiers pour être efficace. Faut changer. Je vous prends un exemple simple. Avec les nouveaux conflits, que ce soit la crise anglophone, Boko Haram et les autres guerres, même au Congo, le levier sur lequel il faut travailler, c'est le renseignement. Or, nos services de renseignement sont encore dans l'ancien paradigme du contre-espionnage, de la lutte contre la subversion politique. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait, pour le cas du Cameroun par exemple, du Nigeria et du Tchad, que je maîtrise un peu, il faut mettre en place des véritables armes de renseignement. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Vous pouvez être aujourd'hui chef de bureau logistique, demain on vous nomme chef bureau renseignement. Nous n'avons pas d'armes de renseignement. Les policiers de nos commissariats spéciaux se retrouvent du jour au lendemain au commissariat de sécurité publique. Donc il faut par exemple activer ce levier, travailler au partage du renseignement. Il faudrait qu'entre Interpol par exemple et l'État du Cameroun, qu'on ait des mini-structures à l'échelle régionale où le partage du renseignement... Mais ça, c'est sur le plan opérationnel. Donc, on peut dire, on n'a pas besoin d'argent pour faire ça. On n'a pas besoin... Prenez le cas de la force multinationale mixte. Le fait que l'Union européenne, la France, n'ait pas donné de l'argent n'a pas empêché à ce que les choses se fassent sur le terrain. J'ai assisté à un séminaire très important à l'Institut français des relations internationales, il y a cela pratiquement 2 ans. Jean-Pierre Raffarin vous disait, pendant longtemps... la France intervenait sur la scène internationale au nom des idéaux, démocratie, justice. Mais ils vous disent clairement aujourd'hui qu'ils interviennent pour leurs intérêts.
C'est vrai que le professeur Tekama a dit tout à l'heure que la France avait des intérêts partout en Afrique, mais Raffarin vous dit clairement que l'intérêt majeur de la France en ce moment, c'est sa façade méditerranéenne, c'est-à-dire lutter contre les migrants. Le G5 Sahel, ce n'est pas pour la sécurité du Mali et les autres, c'est pour la sécurité du Niger, de l'uranium du Niger et pour les migrants, tout simplement. Donc il est question que l'Union africaine intègre ce paradigme, comprenne que ceux qui sont là ne sont pas là pour nos intérêts, mais plutôt pour leurs intérêts. Et travailler, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Et c'est la raison pour laquelle je partage votre point de vue. Il y a des préalables. L'amélioration de la gouvernance. Mais lorsque ce préalable sera réglé, vous verrez, les choses seront faciles. Avant le sommet de Paris, où on a le président Hollande a réuni les chefs d'État de la sous-région pour leur demander de coopérer, tenez-vous bien, les responsables opérationnels, tactiques opérationnels sur le terrain coopéraient. Okay. Par Facebook, par WhatsApp et consorts. Il y avait un partage de renseignements qui a fait à ce que vous avez observé dès le début de la crise, l'armée nigériane à 2 reprises a décroché en territoire camerounais. C'est vrai avec l'aval de la présidente de la République, mais sur le plan informel, sur le terrain, vous avez des mécanismes endogènes qu'il faut juste mettre en valeur. Et il y a un membre du gouvernement qui est parti justement du gouvernement récemment qui m'a fait l'honneur de m'intégrer dans l'équipe, dans le secrétariat technique du dernier atelier de coopération transfrontalière Cameroun-Nigeria. Il est apparu au terme de nos travaux que les autorités administratives frontalières valaient 10 fois mieux que les diplomates de Yaoundé. Ces autorités administratives frontalières animaient une coopération transfrontalière informelle qui permettait très souvent de geler des situations potentiellement conflictuelles en attendant l'intervention des autorités supérieures. Donc c'est ces mécanismes-là qui ne coûtent pas grand-chose qu'il faut savoir institutionnaliser, mettre en valeur. On n'a pas nécessairement besoin du soutien de la France pour le faire. Alors, avant le départ à Mauritanie, avant l'arrivée en Mauritanie, dans le cadre de ce sommet de l'Union africaine, Edmond Kamgia, le président Macron a passé un coup de fil au président de la République, Paul Biya. Au départ, ça a paru banal pour certains journaux, mais après, en révélant le contenu des échanges, ça paraissait intéressant, surtout que le président Macron, quelque temps après, a donné une interview sur le contenu de ces échanges-là, en focalisant notamment sur sa perception de la crise anglophone et des solutions qu'il proposait pour sortir de cette crise-là. D'abord sur la forme. Quel est le sens qu'il faut donner à cela? Je pense que les médias d'État ont fait tout un cinéma, toute une mise en scène sur cet entretien téléphonique. Ils ont dit et fait dire plus qu'il n'en faut. Un entretien téléphonique entre 2 chefs d'État, c'est quelque chose de banal et de normal. Les chefs d'État se parlent. C'est banal, c'est ordinaire. C'est banal, c'est ordinaire. Mais parce que cet entretien a eu lieu dans un contexte spécifique, alors on amplifie son importance. Ce n'est pas plus important que ça. Non, je voudrais d'abord rester sur la forme, avant d'entrer dans le contenu. Il dit c'est ordinaire et c'est normal entre les chefs d'État de se parler. C'est vrai que certains chefs d'État ne se parlent pas facilement. Ça, il faut aussi le dire. Mais dans le contexte actuel, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'il l'a dit. Et il sent quand même que c'est un des rares coups d'État que le président Macron est passé au président Biya. C'est un des rares coups de fil. Oui. Que le président Macron est passé au président Biya depuis. Oui, mais il faut le dire, il l'a fait à la veille de son arrivée en Afrique, où il allait au sommet de l'Union africaine, où il a été invité, où il devait discuter avec des chefs d'État du G5 Sahel sur une question qui concerne le Cameroun, la lutte contre le terrorisme. Et on sait que la France soutient le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est au moins l'un des sujets. En réalité, de cet entretien, je retiens les sujets d'intérêt commun. Mais ce qui est le plus important, c'est là où Macron revient après sa visite au Nigeria. Il donne le contenu et montre des éléments qui montrent très bien qu'en réalité, il a également évoqué des questions internes. Quand il parle de stabilité, le défi de la stabilité, de la cohésion, il parle même de la décentralisation. Il dit que le Cameroun a clairement un défi qui est le défi de la cohésion, de la stabilité de l'État. Oui. Il dit qu'il y a des tensions dans les régions anglophones et là la France apporte son soutien, mais il évoque quelques solutions qu'on va essayer d'analyser tout à l'heure. Mais Jean Fosso, est-ce que le fait que le président de la France sache exactement de quoi il est question, évoque la question de la stabilité, propose des pistes de solutions, est-ce que cela peut être compris comme
une attention particulière que la France accorde à la question anglophone au Cameroun? I would say no. I would say no because imagine a French president visiting Nigeria. He cannot come to Cameroon, of course. And he stays in Nigeria and tries to propose a solution for a crisis in Cameroon, where part of the country, part of that Cameroon... Mais il a été interpellé par un journaliste camerounais. Part of that country signed an accord of cooperation with them in 1960, or before 1960, before independence of La République du Cameroun, as it then was. And he sits there and talks about stability. And I want to also counter that with the fact that it is now becoming clearer and clearer that the French troops also on the ground to help fight Anglophones. Whether that is a help he has given or is going to give or is going to add to resolve the Anglophone crisis, it's a big mistake because they have enjoyed the Gulf of Guinea. Comment vous percevez cela? Est-ce que ça transparaît dans l'interview qu'il a donnée ou bien vous avez d'autres informations? No. It is what he said ties with what is on the ground. How is he going to help to create stability by giving the type of advice he gave on the phone? Before he was giving, we had information that the French troops were on the ground, and they are in violation of a territory that was not part of the Accord of Cooperation. Therefore, Macron's interview does not concern and will not concern the war as it is now. Because if he was interested in the war as it is now, he would want to visit Cameroon and have a tête-à-tête with the president of Cameroon. Maître Charles-Chongan, sur cette question-là, on a lu la une du journal, je crois, l'Anecdote, qui dit que Paris soutient Yaoundé, faisant allusion non seulement à ce coup de fil-là, mais aux contributions que la France pourrait apporter au Cameroun dans la résolution de cette crise-là. C'est un titre qui vous paraît correct? Parce qu'à côté, un autre titre qui a indiqué que c'est un duel à distance entre Trump et Macron. Moi, je crois que pour tout initié de la diplomatie, ce sont deux méthodes différentes. Vous avez d'un côté les États-Unis qui ont mis le pied dans le plat et ont dit des choses très fortes en violation de toutes les règles connues en matière diplomatique. Je crois que sur le fond, le président Macron, en utilisant des méthodes plus diplomatiques, a dû dire des choses aussi importantes au président de la République. Quand on me dit que c'est banal, je dis c'est pas banal. C'est un coup de fil, je lui dis, exceptionnel. Parce que ça ne correspond pas à un agenda diplomatique préalable. En fin de compte, en allant dans un pays voisin du Cameroun et en passant un coup de fil la veille, c'est en fait montrer l'intérêt que la France porte à la stabilité du Cameroun. Bon, je ne peux pas non plus laisser dire sur ce plateau qu'il y a des troupes françaises à Boya et à Bamenda pour aider l'armée camerounaise dans ce cas. Je crois qu'il faut que, en même temps que nous refusons, parce que dans ce conflit qui dure depuis plus de 2 ans, nous avons toujours dit sur ce plateau qu'il était important que le Cameroun trouve des forces et des ressources internes pour régler cette crise. Et cette crise ne peut être réglée que par la discussion, que par le dialogue. Par des Camerounais. Et qu'il fallait absolument faire attention à l'internationalisation du conflit. Parce qu'une fois que le conflit est internationalisé... Personne ne sait plus ce qui se passe. Non, on sait, mais nous, on sait. Mais on en perd le contrôle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si c'est les Nations Unies qui viennent, ils vont vous envoyer les casques bleus, ils vont vous envoyer des médiateurs, etc. Si c'est l'OUA qui s'en mêle, ça va être la même chose. Même si ce sont des pays amis qui s'en mêlent, ce serait la même chose. Nous avons suffisamment de ressources humaines et de patriotisme dans ce pays pour que cette affaire soit réglée. Et mon souhait le plus ardent, c'est que nous puissions trouver au moins le début d'une solution avant les élections présidentielles. Voyez-vous, pour ceux qui n'ont pas le calendrier dans leur esprit, c'est dans une semaine, là, c'est le 16, que le top départ est donné pour le dépôt des candidatures. Donc par conséquent, je crois qu'il est extrêmement important
de rappeler à tous les acteurs de ce conflit que l'histoire de notre pays serait extrêmement sévère vis-à-vis de ceux qui ont eu les moyens de régler cette affaire et qui ne l'ont pas réglée. La cohorte des morts, qu'il s'agisse des victimes innocentes des populations qui ont trouvé la mort dans leur fuite, qu'il s'agisse des morts de notre armée nationale qui n'avaient rien à faire sur ce front, ou voire même des morts de ces Camerounais qui ont pris les armes contre la République, ce sont des morts de trop. Je pense qu'il faut que les Camerounais se réveillent. On ne peut pas rester à Douala comme nous le faisons, rester à Yaoundé et dire ça va. Comme ça va ici, ça veut dire que ça va ailleurs. Ce n'est pas vrai. La situation est en train de se dégrader au jour le jour. Et nous voyons que cette crise est en train, n'est-ce pas, de s'étendre dans des villes comme Banga. Oui, c'est vrai que la crise est sortie de son foyer habituel. Mais sur ce... Et mise au point avant que... Et enfin, je voulais terminer pour dire que, vous savez, lorsque dans un pays, des populations n'ont de choix que de fuir parce qu'ils ont peur de leur sécurité, il y a un gros problème. C'est plus grave que les migrants économiques. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont établis chez eux dans leur plantation, dans leur maison, et qui ne peuvent plus y rester parce qu'il y a un problème. Je crois que nous devons... Mais même, qu'est-ce que ça coûte? L'honneur, c'est quoi face à la paix? Tout à l'heure, on va analyser quelques solutions récentes qui sont envisagées par les pouvoirs publics dans la résolution de cette crise-là. Let me correct something. The people of the Northwest and Southwest did not take arms against the state. The state took arms first. No, j'ai pas dit ça. Against the people of the Northwest. When we did that, when you said that, let me finish. When you were talking, I was listening. When you say that, people who have taken arms against the state. Oui. Il y en a. Il y en a. Il y a un groupe. There is also a principle of self-defense which is recognized by international law. On the 1st of October and 22nd of September, do you know how many young people of the Northwest and Southwest died as a result of helicopter gunships and firing, and also getting into people into homes and picking out young children and killing them? What I'm saying is that there is a right to self-defense, my dear learned colleague. There is a right to self-defense, and this I want to say here that nobody took arms against the state. The state took arms against the people of the Northwest, and they had the right to defend themselves. Okay, ce que je peux dire là-dessus, till now, I think the state still have the monopoly of the use of force. Je pense, je veux dire une chose, nous sommes en plein dans le monopoly of the use of force. Oui, nous sommes, vous permettez s'il vous plaît, nous sommes en plein dans ce que les radicaux des deux bords voulaient. C'est une guerre civile qui ne dit pas son nom. Parce que ça commence par le discours, après ça va dans les faits. Moi, ce que je veux dire, c'est simple. Je suis d'accord que le mauvais management de cette crise a conduit à la situation actuelle. La situation est imputable aux radicaux des deux bords. À nous autres intellectuels, parce qu'il faut le dire, j'en suis un, vous aussi, à nous autres qui n'avons pas su assumer notre responsabilité. Nous avons le devoir de trouver le juste milieu, et je crains que votre attitude ne soit pas de nature à trouver le juste milieu. La vérité, c'est quoi? Vous avez une crise, au départ, on va dire, qu'on le veuille ou pas, de la gouvernance, qui a été transformée en crise identitaire. Nous laissons faire des choses comme des marionnettes et nous allons en payer le prix fort. Vous avez convoqué l'histoire. Et c'est justement notre mauvaise utilisation de l'histoire, notre négation de l'histoire et de la géographie qui arrive là. Vous dites par exemple que le Cameroun anglophone n'était pas parti à la signature des accords de défense. Ce que vous oubliez, c'est que c'est vrai, en 61, lorsque les premiers accords sont signés, le Cameroun anglophone n'est pas indépendant. Mais en 63, il y a une procédure qui a été initiée par le président de la République, adoubée par le Parlement, qui écrivait au général de Gaulle et demandait l'extension des termes des accords à la partie truc. C'est vrai, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons des problèmes que nous allons... manœuvre. Bon, je veux vous dire une chose. Ceux qui me suivent, vous comprenez un peu.
je crois que j'ai, sans prétention aucune, eu une neutralité axiologique énorme sur la crise anglophone. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. J'ai perdu des contrats parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire un certain nombre de choses. Mais il faut savoir raison garder. Autant le gouvernement a une très grosse responsabilité. Je suis d'accord avec vous qu'il y ait des exactions sur le terrain, mais on ne peut pas ériger en règle le comportement d'un certain nombre de personnes. Le regret que j'ai, c'est que les militaires qui sont sanctionnés, la sanction ne fasse pas l'objet d'une large publicité. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans un état où on systématise le recours à la torture et consorts. On a sanctionné tout un général à cause des maisons qui ont été brûlées. On n'en parle malheureusement pas assez. Je pense qu'il est important pour nous. La situation est extrêmement grave. Alors, puisque nous sommes en train d'analyser les solutions qui peuvent permettre de sortir de cette crise-là, après avoir fait le diagnostic, j'aurais, Edmond Kangia, qu'on revienne un peu sur la déclaration du président Macron par rapport à ce qu'il considère comme des pistes de sortie de crise. Il dit que la stabilité, puisqu'il dit que le Cameroun a un sérieux problème de stabilité, cette stabilité va aussi vers la reconnaissance des éléments de pluralisme et parfois de décentralisation. Quand il parle des éléments de pluralisme, il faut y voir quoi? La question de l'identité anglophone? Quand il parle des éléments de pluralisme, il parle d'un certain nombre d'éléments que l'on peut véritablement reconnaître à travers notre Constitution. Parce que rappelez-vous, la Constitution de 1996 est le produit d'un dialogue national qu'on appelle la tripartite. Parce qu'il y avait, lors des discussions de la tripartite, toute une commission qui s'occupait des questions constitutionnelles, qui demandait à ce qu'il y ait des débats sur les questions constitutionnelles. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, convoqué par Paul Biya, un débat national, présidé par Joseph Oona, avec toute une équipe. Et on s'en souvient que l'élite anglophone, à l'époque, et Contant Elad, Carlson Anyango et Simon Munzu, ils avaient fait des propositions, puisqu'on demandait à tous les citoyens de faire des propositions. Mais les propositions de nos frères anglophones ont été jetées à la poubelle. On n'en a pas tenu compte. Parce que elle prévoyait l'État fédéral. Pourtant, on pouvait débattre de la question de fédéralisme. Non, je suis en train de répondre à votre question. Les éléments de fédéralisme, c'est ça. Dans la Constitution, parce que je vais citer un mot qu'il a utilisé. Il a parlé de décentralisation. En fait, quand il parle des éléments de pluralisme qui figurent, je dis, ça c'est mon élément dans vos textes. Parce que relis bien sa déclaration. Il renvoie en fait le Cameroun à sa loi fondamentale. Oui, qui prévoit la décentralisation. Pourquoi la décentralisation n'est pas appliquée? Parce qu'en fait, c'est une interpellation. Oui. Il dit que la France va accompagner le Cameroun dans toutes ces formes de décentralisation, de liberté régionale, qui sont offertes dans un cadre national. Qu'entend-on par liberté régionale? Dans liberté régionale, il faut comprendre d'abord, la mise en œuvre de la décentralisation. 2, organiser des élections régionales. On n'a pas organisé les élections régionales. Okay. Ça pose un problème. Donc, moi je pense que Macron nous invite à nous approprier notre propre constitution. Avant de donner la parole au bâtonnier, Maître Jean Fosso, ces solutions que propose le président Macron dans cette sortie-là, est-ce qu'elles rejoignent les préoccupations, je veux dire, des leaders, des principaux leaders qui ont porté ces mouvements au départ et qui aujourd'hui travaillent également pour la résolution de cette crise-là? I don't know up to now, I don't know what decentralization means for Cameroon, because decentralization could be federalism, could be other things, but sauf que you want to know, you want to know that when this thing started in 2016, our colleague Agobala and his friends were caught and put in prison because of federalism. Now we are talking about applying decentralization. That is what the French president is talking about. If federalism was not accepted then, and people have been radicalized, a lot people, citizens of the Northwest and Southwest have been radicalized. How do you start talking about decentralization from Lagos or from Abuja as a French president? Oui, mais let me say he has contributed nothing to the resolution of the crisis.
the crisis will be solved by us if we are serious. It will be solved by us by sitting on the table with the opposing parties. Okay. That is the government and the interim government of Ambazonia. Whether you people like it or not, those are the people who control the Northwest and Southwest as of now, and the war is on. Alors, Monsieur Batelier, sur It's something that you must deal with. Comment comprenez-vous ces propositions du président Macron? Il parle de liberté régionale. Comment ça sonne de la reconnaissance du pluralisme, la décentralisation? Moi, je pense que le président Macron est dans son rôle de pays ami, Oui. qui conseille. Oui, mais ça, c'est sur la forme. Et j'entends le contenu de son propos, ça veut dire quoi? Vous devez choisir le degré d'autonomie qui correspond à la demande de vos populations. En fait, c'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas la notion de liberté régionale, de décentralisation ou de stabilité. C'est la même chose. Parce que moi, ça c'est le juriste qui parle. Parce que, en fait, les gens s'empêtrent dans des concepts qui ne veulent rien dire. Vous avez un pays comme l'Espagne, où le degré d'autonomie est tellement fort que ça dépasse le Nigeria qui est fédéral. Donc le concept juridique qui renferme, n'est-ce pas, les mécanismes de gouvernance locale, ce n'est pas c'est pas les textes, c'est pas le mot concept, qui est important, c'est le degré d'autonomie qu'on attribue, n'est-ce pas, à la région. Voyez-vous, si par exemple les questions liées aux infrastructures, les questions liées à la santé, les questions liées à l'éducation, les questions liées à la gestion de l'eau, les questions liées à l'électricité sont dévolues aux régions, on n'a pas besoin de fédéralisme pour ça. C'est une question de pouvoir. Il est clair que dans l'organisation des États, il y a ce qu'on appelle des fonctions régaliennes. Les affaires étrangères, on ne peut pas donner les affaires étrangères à une région. La défense nationale, on peut pas donner la défense nationale à une région. La monnaie, non. La monnaie, on peut pas donner le pouvoir de battre de monnaie à une région. N'est-ce pas? Mais s'agissant du cas spécifique de la crise anglophone nord-ouest, sud-ouest, l'on peut déconcentrer la justice. Parce que la common law n'a rien à voir avec la civil law. Ceux qui pensent qu'on peut harmoniser la common law et la civil law se trompent. Ce n'est pas possible. C'est deux systèmes complètement distincts. Et là, je pense qu'une des premières exceptions qu'il faudra admettre, c'est que dans ces deux régions-là, on applique entièrement la common law. Ou bien que l'on considère, parce que je crois que c'est un système judiciaire plus favorable que la civil law, que l'on fasse de la common law notre système national pour, n'est-ce pas, harmoniser le régalien. Donc par conséquent, moi ce que je voulais dire pour terminer, c'est que le temps joue contre nous et que les initiatives qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui ne favorisent pas cette perspective d'aller vers, n'est-ce pas, un système de décentralisation des pouvoirs vers les régions. Pourquoi? Nous sommes à quelle étape aujourd'hui? On a créé deux structures. La Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. On nous a fait croire que cette structure avait pour but de régler la crise anglophone. J'ai entendu des missions, ils sont allés à Genève pour voir comment les Suisses vivent ensemble. J'ai vu l'autre jour également que l'ambassadeur de France qui a été reçu par le Premier ministre Moussongé a invité la Commission à venir en France pour voir comment les médiations se font en France. Parce qu'effectivement, chacun regarde son système, qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce qu'en France, il y a un médiateur. Car lorsqu'il y a des crises, que le système politique et juridique français ne peut pas régler, il y a un médiateur national dont la mission est de régler cette crise-là. Ça peut être des grèves, ça peut être des mouvements dans la police, ça peut être des mouvements en prison. Il y a un médiateur dont la fonction est, il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas de l'État. Oui, ça peut rentrer dans les stratégies de la Commission nationale de promotion du bilinguisme. Donc j'indique donc qu'il est clair donc que personne ne sait à quoi sert cette commission. Maintenant, il y a un second niveau qu'on a franchi. Le plan d'urgence humanitaire. Vous comprenez? On y arrive. Non, c'est important, je finis là-dessus pour montrer que... C'est pas la dernière prise de parole, vous allez continuer à parler. C'est autant de difficultés qui bloquent la solution. Ok, alors sur les solutions qu'il faut envisager, le président Macron là revient sur un certain nombre de concepts qui sont connus, qui ont déjà été proposés sur le plan national. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la sortie du président Macron par rapport à la gestion de la crise anglophone? C'est que contrairement aux apparatchiks du régime, le président français est dans une démarche inédite. C'est la raison pour laquelle je ne minimise pas ce qu'il a dit. Bien au contraire, c'est quelque chose de révolutionnaire. Tenez par exemple,
alors que tout le monde au Cameroun refuse de reconnaître la spécificité des anglophones, quand il parle de singularité, et de pluralisme, il faut apprendre aux autres à reconnaître l'autre dans sa différence, à l'admettre dans sa différence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, je ne veux pas qu'on s'enferme dans un juridisme qui fera ce qu'on utilise un concept plus qu'un autre. La crise anglophone, ou alors les fissures du tissu national actuel, sont le résultat d'une mauvaise distribution des ressources, qu'elles soient matérielles ou symboliques. Parce que quand je mets ressources symboliques, lorsque par exemple on nomme un ministre de l'administration territoriale anglophone, c'est vrai que le casting aurait pu être différent, il aurait été plus efficace. Moi je pense qu'il faut régler le problème de la distribution des ressources symboliques avec des pouvoirs qui partiraient des centres vers la périphérie. Si le gouverneur du sud-ouest était élu, il n'aurait pas appelé ses électeurs chiens, impunément. Que les anglophones aient la possibilité, ok, tu nous as appelés chiens, on t'attend aux prochaines séances électorales. Que la gouvernance électorale soit une modalité de la gestion des différends entre les gouvernants et les gouvernés. Qu'on n'ait plus besoin de prendre sa machette ou alors sa calage pour régler un différend lorsqu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est le premier point. De ce point de vue, la démarche du président Macron me séduit. Mais Tchungan, vous avez dit quelque chose qui me semble-t-il important tout à l'heure, un point de style. Lorsque les Américains sont allés straight to the point, personne dans les régions anglophones n'a estimé qu'il s'agissait d'ingérence, que le président ne s'est pas déplacé sur Yaoundé. Vraiment, qu'on n'insiste pas sur des détails, bien que le diable soit parfois dans les détails. Mais dans le cas d'espèce, le plus important, le fait qu'il ait pris son téléphone pour appeler le président Biafé Nedji, si c'était récurrent, je crois que Cameroun Tribune nous aurait rabâché cela. Donc, le simple fait qu'il ait appelé, qu'il ait donné des voies de sortie, en tant que partenaire du Cameroun, il a fait comme 7 autres partenaires américains qui lui a proposé une autre solution. Il nous revient donc, nous autres Camerounais, de choisir entre ce que le partenaire américain a dit, le partenaire français a dit, ce qui nous arrange pour avancer. Une chose est sûre, nous sommes... J'ai écouté, peut-être c'est pas le... Oui, je finis là-dessus. J'ai écouté l'hymne national exécuté par des étudiants de l'université de Boya. Hier, je crois que c'est viral sur Internet depuis hier. Je vous assure, pour la première fois, j'ai eu froid au dos. C'est-à-dire les circonstances dans lesquelles ils chantaient cet hymne, l'harmonie des voix et consorts. On ne peut pas flinguer tout l'héritage de 60 années de vivre ensemble. On ne peut pas, notre histoire, on ne peut pas faire marche arrière. Okay. Je suis d'accord pour sortir là-dessus, puisqu'on évoquait le dialogue. Malheureusement, lorsque les nationalistes ont demandé une conférence de la table ronde à la veille des indépendances, on a refusé. Le président Aïdjo a demandé à obtenir les pleins pouvoirs qui ont fait à ce qu'à lui seul, il ait défini le cadre, la fondation même de l'État. Dans les années 90, le maître Tchunga et les autres ont demandé la conférence nationale souveraine. On a dit qu'elle était sans objet. Vraiment, il faudrait que finalement, les Camerounais acquièrent la culture de s'asseoir pour discuter de leurs problèmes. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Très bien. 2 questions pour sortir de l'émission. La première à Maître John Frousseau et la deuxième à Edmond Kamgia. Est-ce que vous pensez, Maître John Frousseau, que parmi les solutions qu'il faut envisager est le levier juridique ou judiciaire? Il y a un certain nombre de personnes qui ont été interpellées, par exemple au Nigeria, qui sont gardées en ce moment au CED, qui vont dans les jours à venir passer devant les tribunaux. Est-ce que ça peut être un important levier de résolution de cette crise anglophone? Si oui, comment? Before I answer your question, let me say that I have never, and I will never sit here and hold a brief for federalism. We have already passed that stage. Now, to answer your question, as I said before, what the French president spoke, what he said, I followed it very carefully. It cannot resolve the present crisis. It cannot, because nothing he said that has changed. I want to go to what the Americans also said, because you raised it. So you open the door, I must enter. Okay. In 1997, the same thing happened in Zaire, when an American ambassador walked up to Richardson, his name was Bill Richardson. He walked up to President Mobutu and said, you have to leave power
if you still have your honor, because there will be a time that they will drag your corpse on the streets of Kinshasa. And he said that, and not even up to a month after, Kabila was in Zaire, and the same Kabila was convinced by the Americans to give Mobutu safe passage to the airport. So we can and anybody who undermines what the Americans are saying, you take it as it is, eh? But let me tell you est-ce que le levier juridique? Let me tell you, no, let me finish now. Let me finish. Okay. I started by saying we have an opportunity to resolve this crisis. I totally agree with you. And we have been calling, and we're now calling for negotiation, no longer dialogue. Negotiation after a war, because the war was declared on us. So we want negotiations for us to solve this problem. Either we are staying together, and under what condition? Bon, moi je vous pose la question. Or we are going away, and under what condition? Okay. So the French president has not added anything. Je pose la question sur le levier juridique, sur la justice. Est-ce que la justice peut être une I don't think that Mary Chungang has said that common law, you cannot mix common law and civil law, and he is very correct. Okay. But the question about the juridic, we're talking here. En libérant par exemple Ayoub Tabé et les autres, est-ce que ça peut être un début de solution à la résolution de cette crise? I am not in the secret of those who manage this country. Okay. Pour sortir and I want to tell you that we have a team of lawyers defending them. Okay. And that's all I can say. I wouldn't say much because the procedure as it is now, we cannot divulge anything. Okay. Alors, pour sortir, est-ce qu'il faut voir un duel à distance, comme l'a indiqué un journal, entre Paris et Washington au sujet de la gouvernance au Cameroun ou de la résolution de la crise anglophone, ou bien il faut voir plutôt une convergence de vues, mais peut-être avec des méthodes différentes par rapport à la compréhension de cette affaire? D'abord, ce n'est pas un duel à distance. Il n'y a pas de duel entre les États-Unis et la France sur le Cameroun. Il y a que chaque pays, les États-Unis et la France, chacun à sa manière essaye d'apporter des recommandations, des suggestions pour le règlement de la crise au Cameroun. Voilà de quoi il s'agit. Et ses intérêts. Oui, bien sûr, en tenant compte de ses intérêts. Ces pays tiennent compte de leurs intérêts. Il revient à nous de tenir compte également de nos intérêts. Par rapport à la question de fond que tu as posée, justice comme opportunité de résolution de la crise. J'ai dit oui, la justice est une opportunité de résolution de la crise. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Le procès, on peut arriver à ouvrir véritablement un procès. Peut-être qu'ils seront condamnés. Peut-être que le chef de l'État, après leur condamnation, pourra user, n'est-ce pas, de son droit de grâce, les amnisties, enfin envisager la possibilité de l'amnistie par le Parlement. Mais il peut également arrêter les poursuites et ouvrir le dialogue. Ce sont des schémas plausibles, Maître Chungang? Écoutez, moi je pense pas. Je crois qu'il y a trop de... On peut pas dialoguer avec 1000 schémas. Moi je crois que la démarche française, c'est une démarche qui est en concurrence avec la démarche américaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous, la diaspora camerounaise aux États-Unis, elle est supérieure à la diaspora camerounaise dans toute l'Europe. Tous les pays européens réunis, Angleterre, Allemagne, ils sont plus d'1,1 million Camerounais aux États-Unis. Le poids politique de la diaspora camerounaise aux États-Unis est très puissant. Ils sont généralement des cadres, des médecins, des ingénieurs, des avocats, etc. Et ils ont pour la plupart d'entre eux la double nationalité, dont ils votent. Et leur position sur le caucus influence les positions, n'est-ce pas, de la Maison-Blanche. Et dans le système américain, il est plus facile de faire réagir un chef d'État, un ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, un ambassadeur au Conseil de sécurité, comme ça a été le cas dernièrement, et un ambassadeur dans le pays, comme ça a été le cas dernièrement, qu'en France. Donc, la sortie du président Macron, c'est une réaction à la sortie américaine. Parce qu'en réalité, vous savez qu'historiquement, on a toujours dit que l'Afrique centrale, globalement, c'est de l'Afrique. Oui, au précaré français. À Yalta, on a laissé l'Afrique aux Européens, n'est-ce pas? Les États-Unis étant tellement loin qu'on ne pensait pas à l'époque que les États-Unis pouvaient être intéressés par l'Afrique. Aujourd'hui, le paradigme a changé. Aujourd'hui, la nouvelle route du pétrole, c'est le Golfe. Okay.
compte tenu de ce qui se passe en Asie, en Orient, la nouvelle route sécurisée du pétrole, c'est le Golfe. Donc par conséquent, moi je pense que ces États-là, ils n'interviennent pas parce qu'ils nous aiment beaucoup, ils interviennent parce pour la protection de leurs intérêts. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Je vous remercie, Maître Charles Tchongan, d'être venu sur le plateau de Droit de Réponse. C'est un plaisir renouvelé que d'être sur ce plateau tous les dimanches et je voulais profiter pour me rattraper et souhaiter un excellent dimanche à tous vos téléspectateurs. Vous êtes ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Merci à vous, Raoul Soumo, d'être venu de Yaoundé pour participer à cette émission. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je viendrai la prochaine fois que vous m'invitez. Voilà. Edmond Kamgan, merci d'être venu. C'est toujours l'occasion de partager avec les téléspectateurs. Merci à vous, Maître John Frousseau, d'avoir échangé avec nous. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Droit des Réponses. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.